à tous, bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Arno Pinksteren. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député bruxellois, alors évidemment on va parler du stade longuement. Il n'y aura pas d'Euro 2020 à Bruxelles, ça c'est le constat posé hier. Alors ce stade, stop ou encore? Je vous propose 3 réponses possibles. Stop, remettons tout à plat. Deuxième réponse, encore, le projet en vaut vraiment la peine. Troisième réponse, encore, parce qu'on est engagé auprès de Gelamco, le promoteur. Moi, je dirais, les écologistes et moi aussi, donc logiquement, on défend plutôt la première option. C'est pas stop à une idée d'un stade national, mais c'est stop à ce projet qui est celui de l'Eurostadium, qui est un projet qui dépasse largement l'idée de faire un stade, puisque la plus grande partie de la superficie du parking C serait consacrée en fait finalement à autre chose, à la création de bureaux, de restaurants, de logements. Et donc on pense que ce projet, en fait, de par sa nature même, en fait, est incompatible avec son environnement, avec les développements sur Néo. Et donc ce serait plutôt pour une remise à plat, oui, que je plaiderais. Donc il faut un stade, mais pas ce projet-là. Oui. Et vous pensez que Gelamco va renoncer comme ça? Parce qu'il a envoyé un communiqué en disant non, on continue. Il ne va pas renoncer. Hein. Non, bien entendu, ça c'est son droit. Maintenant, il faudrait bien regarder quels sont les engagements contractuels des uns et des autres, quelles sont les conditions. Il y a un bail amphithéotique par lequel la ville de Bruxelles cède le terrain à Gelamco. Mais quand on voit un petit peu les documents, Défi nous disait par exemple qu'il y a un flou juridique sur les conditions de sortie. Qu'est-ce qu'il en est ? Exactement. Et donc il y a d'abord 2 conditions qui sont dans ce bail amphithéotique et qui permettent de le dénoncer. C'est d'une part qu'il n'y ait pas l'Euro 2020, donc là on y est, et qu'il n'y ait pas de... La deuxième condition, c'est qu'il n'y ait pas de club résident, et il n'y en a toujours pas pour le moment dans le projet d'Eurostadium. Est-ce que ces conditions sont suffisantes pour dénoncer totalement le bail amphithéotique? Est-ce que la ville a été attentive justement à se donner des portes de sortie, aussi attentive vraisemblablement que le partenaire privé, parce qu'on les connaît et ils sont très prudents, eux. Donc là, je n'ai pas à ce jour toutes les précisions, et j'imagine que ce débat il sera mené notamment par Bardont au niveau du conseil communal. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de plaident pour un retour vers le stade Roi-Baudouin. Oui. Transformation du stade, oui. Vous êtes de ceux-là? Absolument, et donc c'est pour ça que moi j'ai été chercher les plans pendant 6 mois. J'ai demandé d'avoir les plans du stade Roi-Baudouin pour permettre à des personnes de s'intéresser à cette rénovation, puisque je ne crois pas aux études qui ont été réalisées jusqu'aujourd'hui qui disent que c'est soit techniquement pas possible, soit infaisable parce que trop coûteux. Je pense qu'il y a certainement, en tout cas sur les aspects techniques, des solutions créatives à trouver, et donc j'ai mis ces plans à disposition. Je suis contacté par des personnes qui veulent réfléchir avec moi justement à une rénovation du stade Roi-Baudouin pour qu'ils puissent d'une part répondre aux normes de l'UEFA qui sont de plus en plus strictes, mais aussi offrir un stade qui soit multisport, qui permette aussi aux autres sports de vivre, comme l'athlétisme. Oui, quand on parle du stade Roi-Baudouin, généralement on nous répond attention, ce stade-là, il n'y a pas de promoteur intéressé parce qu'il n'y a pas de club président, oui. Donc ça devrait être fait sur fonds publics. Or depuis le début, tout le monde dit pas d'argent public dans ce projet. Oui, alors tout le monde le dit, sauf que c'était une des grandes promesses d'Ostende, on pourrait les appeler comme ça. Il y avait 2 grandes promesses, c'était qu'il ne devrait pas y avoir de problème de mobilité. Ostende, c'était la réunion du gouvernement bruxellois qui avait décidé de placer ça au parking C. Voilà, du principe d'un stade national sur le parking C, avec 2 conditions. La première condition, c'était qu'il ne devait pas y avoir d'impact sur la mobilité. Et la deuxième, c'était qu'effectivement, ça ne devait rien coûter au niveau des pouvoirs publics. L'impact sur la mobilité, je crois que tout le monde aura encore lu récemment que Néo introduit un recours contre la demande de permis de l'Eurostadium parce que les problèmes de mobilité ne sont pas solubles en fait sur cette zone-là. Il y aura trop de personnes, trop de monde et trop de trafic sur cette zone, et donc les deux projets ne sont pas compatibles. Sur l'aspect du coût, on nous avait promis un stade gratuit et on est déjà à grosso modo 300 millions de dépenses publiques qui sont prévues, que ce soit en parking, que ce soit en redevance et en annuité. Et donc ce montant de 300 millions, nous pensons qu'il pourrait être investi dans un stade qui aurait une autre vocation que simplement remplir les poches d'un partenaire privé. Qui est-ce qui doit payer cet argent ? Alors, les pouvoirs publics, c'est au sens large, ça pourrait être le fédéral, Belliris, les différentes parties prenantes, l'Union belge, pourquoi pas, mais aussi, je trouve que quand on mesure l'attachement que les Bruxellois ont, et les Belges en général ont pour le stade Roi-Baudouin, notre stade national, je pense qu'il y a aussi moyen d'être créatif et de trouver des formules de financement plus participatives, où des citoyens pourraient aussi prendre part à ce projet, qui pourrait être un projet moins classique dans sa structure de financement, mais sans doute beaucoup plus citoyen et beaucoup plus transparent que tous
tous les montages qui ont été imaginés jusqu'à aujourd'hui. Vous évoquez le fédéral doit rentrer dans la danse parce que jusqu'ici, il n'a pas montré beaucoup d'intérêt pour ce projet. Mais je pense que dans ce dossier, ce qui a posé surtout problème, c'est que dès le départ, au départ, tout le monde était partie prenante et tout le monde était enthousiaste par rapport à ce projet sur base de promesses qui n'ont finalement pas été tenues. Et donc, le fait que ces promesses n'ont pas été tenues a évidemment provoquer une rupture de confiance au niveau des différents partenaires, enfin en tout cas c'est ma conviction, ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que le fédéral ou la région flamande se retirait petit à petit des engagements qu'ils avaient pris. L'autre problème, je pense, dans ce dossier, c'est qu'à un moment donné, on ne s'est pas dit il faut qu'on réunisse l'ensemble des parties prenantes autour de la table, il faut qu'on essaye de trouver un consensus. Ce travail-là, cet effort de facilitation, de médiation n'a pas été fait ni par le fédéral, c'est un constat, ni par la ville de Bruxelles, ni par la région bruxelloise non plus. Oui, là on en vient finalement à la question qui est responsable de ce fiasco-là. On va la développer, mais alors simplement je vous ferai écouter une interview. On a croisé Guy Van Engel hier, qui est ardent défenseur du parking C. C'était à la sortie du gouvernement bruxellois, avant la décision de l'UEFA. Mais alors on lui posait quand même la question, et s'il n'y a pas d'Euro 2020 à Bruxelles, qu'est-ce qui se passe? Écoutez sa réponse. Qu'est-ce qu'on fait si l'UEFA retire l'accréditation à la Belgique pour l'organisation de l'Euro? La balle est dans le camp du gouvernement flamand. Est-ce que l'erreur n'a pas été de construire le stade en Flandre? Pas du tout. Pas du tout. Pas d'erreur d'avoir choisi le parking C. La balle est dans le camp de la Flandre. Vous êtes d'accord avec lui? D'abord, je suis ravi d'entendre que M. Van Engel daigne quand même encore s'exprimer sur le sujet, parce que ça fait quand même 6 mois qu'on ne l'entend plus. On l'a pris à la volée, là. Oui, j'ai bien vu. Mais donc, ça fait 6 mois qu'il se fait très, très discret, alors qu'il était le promoteur, d'une part, avec Alain Courtois, mais le promoteur principal au niveau du gouvernement bruxellois de l'option d'un stade national et de l'option sur le parking C. Et c'est lui qui a porté ces promesses que j'évoquais là tout de suite et qui n'ont pas été tenues. Donc, à sa place, je pense qu'il doit effectivement pas se sentir très, très à l'aise. La balle est dans le camp de la Flandre et du gouvernement flamand. C'est vrai factuellement, puisque c'est à eux de décider s'ils délivrent ou pas le fameux permis mixte qui est actuellement à l'étude au niveau de Jokershooflijk, au niveau du gouvernement flamand. Mais il y a aussi une responsabilité dans le chef des promoteurs de ce projet au niveau bruxellois, il ne faudrait pas l'oublier. Qui sont la région? La région et la ville, oui, absolument. Ouais. Alors, cette décision, elle a été prise en 2013 à Ostende, à la mer, lors d'un séminaire. On va voir quelques images de ce gouvernement bruxellois qui est rassemblé sur le sable. On voit Evelyn Uyttebroeck, ministre écolo, et Christos Zoulgeridis, secrétaire d'État écolo aussi. Ça veut dire qu'écolo était partie prenante dans cette décision collégiale du parking C. Comment vous réagissez à ça? Non, mais moi je réagis très bien à cette question-là. Donc, comme je le disais à l'époque, c'est un séminaire qui a permis de débloquer toute une série de choses. Evelyn Uyttebroeck, par exemple, à l'époque, venait et a déposé sur la table le Code bruxellois de l'air, du climat et de l'énergie, qui était un élément fort important de sa politique. Bref, chacun est venu avec des dossiers importants pour lui, comme on le fait souvent lors de ce séminaire. Parce que l'un vient avec un dossier, on dit oui au dossier. Non, c'est pas ça. Et donc, on était vraiment dans une logique d'arbitrage. Et M. Van Engel est venu avec l'idée du parking C en disant, avec ces deux promesses, ça ne devait rien coûter, puisque c'était une exigence que nous avions posée, et il ne devait pas y avoir de problème de mobilité, avec en tête la question de l'élargissement du ring, qui était une autre exigence que les écologistes avaient posée. Il y a une différence entre le projet ou l'idée de mettre un stade national sur le parking C et le projet de Guélamco tel qu'il est proposé aujourd'hui. Rudy Vervoort lui pointait l'incapacité de tout le monde à unir les forces autour d'un projet particulier. On l'avait aussi interviewé hier, je vous propose de l'écouter. C'était une opportunité pour, je dirais, réunir l'ensemble des décideurs belges autour d'un projet. Je rappelle quand même que la candidature a été signée par tous les niveaux de pouvoir en Belgique, tout le monde se réjouissait, et en sachant qu'il y avait un projet sur le parking C. Oui, et donc quand ça a basculé, qu'est-ce qui fait que ça a basculé à un moment? Mais donc moi je suis assez stupéfait d'entendre Rudy Vervoort dire ça. Je voudrais lui poser la question de savoir qu'est-ce que lui, en tant que ministre-président de la région bruxelloise, a entrepris justement pour fédérer l'ensemble de ces acteurs pour ce projet. Ce que l'on entend souvent, c'est « oui, mais non, mais c'est de toute façon la NVA du côté flamand et la NVA n'en veut pas, donc on ne va même pas commencer à discuter avec eux ». C'est des éléments et c'est des réponses que j'ai souvent entendues dans ce débat, comme dans d'autres d'ailleurs. Mais si on veut vraiment fédérer l'ensemble des forces et si on a ce souhait-là,
profond, à ce moment-là, on prend des initiatives. Quand je Donc un manque de leadership de la région. Mais évidemment, et je pense que quand je lis que la région bruxelloise n'a jamais mis ce point à l'ordre du jour du comité de concertation fédérale, où c'était l'endroit justement pour avoir des engagements politiques, parce qu'après il y a toute la gestion juridique et administrative du dossier, mais au moins avoir des engagements et des garanties politiques, je m'étonne, vraiment je m'étonne. Alors on va parler vite, rapidement d'un autre dossier qui est l'audit à Bruxelles Propreté, qui est demandé à la Cour des comptes par le Parlement bruxellois. On en a fixé un peu les contours. Qu'est-ce que vous attendez de cet audit ? De la transparence, de voir là aussi d'ailleurs. Oui, on attend de voir clair puisque on a identifié toute une série et j'ai travaillé depuis longtemps sur la compréhension de Bruxelles Propreté, de son fonctionnement. Ce qu'on observe avec ce travail d'analyse, j'ai surtout découvert des dysfonctionnements et donc ce que je souhaite avoir, c'est une vision claire d'abord de la gestion financière, de la structure, mais aussi de sa gestion opérationnelle, de la question de la filière et des flux de déchets, comment ils sont traités, où vont-ils, quels sont les taux de recyclage et les performances par rapport à ça. Et puis des aspects plus spécifiques sur la gestion administrative et comptable de la société, notamment sur des questions d'informatique, d'inventaire, des questions et des points qui sont relevés par la Cour des comptes dans ses rapports annuels, mais qu'elle n'a pas encore l'occasion d'approfondir. Et donc j'attends vraiment, un peu comme elle a fait pour les marchés publics dans le cadre du CIAMU, j'attends vraiment une analyse précise et argumentée et détaillée des fonctionnements ou dysfonctionnements d'une série d'aspects de l'exercice de la mission de service public de Bruxelles Propreté. Vous avez l'impression que cette mission de service public est mise à mal par d'autres objectifs ? Je pense que les dysfonctionnements qui me reviennent, que j'observe, que je lis, peuvent effectivement mettre à mal d'abord la qualité du travail et la qualité de vie des travailleurs de Bruxelles Propreté et aussi, et donc par définition aussi, la qualité du service qu'ils prestent pour la collectivité. Donc la critique va au-delà de la réforme de la collecte de ces derniers temps. Un des aspects effectivement qu'on demande d'analyser, c'est l'impact de la réforme de la collecte sur les aspects organisationnels. Est-ce que ça a été bien préparé? Qu'est-ce qu'il faut pour corriger éventuellement des problèmes? Mais ça va bien au-delà. C'est vraiment une analyse de la structure dans son fonctionnement, dans sa gestion managériale et opérationnelle. Et sur base de cet audit, une fois que les parlementaires l'auront reçu, quelle sera la suite? Ça dépend des conclusions. Donc si il s'avère qu'il y a effectivement des choses tout à fait inquiétantes qui s'y passent, on pourra procéder et demander une commission spéciale pour auditionner, entendre les différents responsables, qu'ils puissent argumenter par rapport aux remarques qui sont formulées par la Cour des comptes. Et si l'avis et l'audit n'est pas aussi cinglant, on tirera aussi nos conclusions et on sera rassurés surtout, et les Bruxellois pourront l'être également. Voilà, audit qu'on attend à peu près dans les 6 mois, c'est ça? C'est la demande qui a été formulée, oui. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Els Amp et Benoît Sorex. Bon week-end à tous.